aujourd'hui. C'est évidemment très mérité. C'est mérité, c'est sûr. 16h18, on va parler à François Gagnon, chroniqueur hockey pour la presse. Bonjour François. Salut Jules. Je veux d'entrée de jeu te dire que j'ai beaucoup apprécié ton virage Connecticut vendredi en te suivant. Ah, ben merci beaucoup. Ben, je me disais, je sais pas si c'est posé la question, si je fais là, moi, un gars de sport, mais tu es allé avec ton cœur et ton âme, mais moi, personnellement, j'ai apprécié. Ben, écoute, je te parle en ce moment de mon bureau à la maison. J'étais assis ici quand ça s'est mis à défiler, tout ça. Et puis, je ne sais pas, c'est quoi, j'en ai parlé avec des amis parce que j'ai dit, écoute, j'ai-tu frappé à 50 ans, il y a quelque chose de louche qui arrive avec moi, j'ai-tu une corde sensible que je connaissais pas? Ouais. Et en faisant le tour de personnes qui me sont proches, les réactions étaient toutes les mêmes, c'est-à-dire que à un moment donné, vendredi, tout le monde s'est assis puis s'est reculé sur sa chaise en disant c'est pas possible. Non. Et ça m'a frappé fort, je dois le dire. Et puis la réaction des gens m'a incité à continuer parce qu'à un moment donné, sur Twitter, j'aime ça quand le temps le permet, évidemment, puis quand les questions sont intéressantes, j'aime ça répondre le plus possible aux gens. Puis, à un moment donné, j'étais plus capable de suivre le fil parce que je regardais la télé, puis je regardais CNN, puis vraiment, là, j'étais dans un état, là, particulier. Puis là, tout ce que j'ai trouvé le moyen d'écrire, c'est de dire, je m'excuse, là, à cause de ce qui arrive en ce moment au Connecticut, je répondrai pas aux questions de hockey. Ouais, puis aussi le côté des chicanes de millionnaires. Oui. Et puis les réactions ouais. des gens ont été instantanées. On comprend, on fait comme toi, on oublie le hockey. Et là, ça m'a donné comme le feu vert de continuer dans cette ligne-là. Et puis, ça a été une journée difficile au niveau des émotions. Mais je pense vraiment qu'il est arrivé quelque chose collectivement vendredi et les deux discours de Barack Obama, celui de vendredi à la Maison-Blanche, mais surtout celui de dimanche, quand il a dit que notre premier mandat comme parents, c'est de voir à la sécurité de nos enfants et qu'on peut pas comme société accepter ce qui s'est passé vendredi. Et quand il a dit la phrase qui pour moi m'a touché le plus, là, il dit il faut que notre société rendre hommage à la mémoire de ces enfants-là. Je me suis dit, bon, ben, il arrive quelque chose, là. Et il y en a 4 autres qui sont morts aujourd'hui au Colorado. Il y en a eu 2 policiers hier dans le Midwest américain. Et on a tendance à pas s'en faire, à moins que ça soit à prendre ça pour acquis, à moins que ça devienne des événements majeurs comme la tuerie de vendredi. Et à un moment donné, il faut dire c'est assez d'atteindre. Oui, aussi. Parce que, écoute, on comprend qu'un événement aussi grotesque et aussi spontané d'un jeune de 20 ans, puis tu te dis, ben, écoute, il n'y a pas beaucoup de défense contre ça, mais c'est tellement ignoble qu'on se met tout à la place des parents. Puis tout a été dit là-dessus, sauf qu'on se dit, faut au moins que ça serve à quelque chose, là. Comme société, nous autres, on n'est pas à côté d'eux autres, les enfants, puis on peut pas dire on comprend parce qu'on l'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Par contre, on peut imaginer un peu ce qu'ils vivent. Puis on se dit, ben, faut au moins que ça serve à faire avancer. Faut qu'aux États-Unis, qu'on aille plus loin que la prise de conscience, puis qu'on agisse. Ben oui, mais un peu au moins un peu. Ben, il faut qu'on se serve de notre tête 2 secondes, puis se rendre compte que le deuxième amendement qui a été écrit il y a 200 ans avait pas la même signification que celle qu'on veut lui donner aujourd'hui. L'interprétation qu'on en fait est trop moderne. Était plutôt, d'ailleurs, le texte de Boisvert dans la presse aujourd'hui est excellent. Excellent. Si vous avez le temps ce soir, là, lui, d'abord, il est rarement impertinent, là, on est d'accord avec ça? Ben, écoute, c'est notre pierre angulaire au niveau du sens commun du droit, de l'application du droit avec la société, puis tout ça. Dans le fond, la question est simple, mais il dit, ça a été écrit il y a 200 ans. C'était peut-être plus des chevaux ou des cow-boys, là. Ben, qu'aujourd'hui. Son argument est aussi bon que quelqu'un va dire, ah, non, c'est pas ça. Écoute, en tout cas, j'espère qu'on va passer de la réflexion à quelque chose de plus tangible. C'est souhaitable. Oui, puis, écoute, puis je veux pas être trop élaboré là-dessus, mais mon dernier point pour ça, c'est que les gens du lobby du NRA, le National Rifle Association, ceux qui sont plus à droite qu'à droite ou qui tiennent à leur droit d'avoir des armes à feu, cela dit, moi je respecte ça, là, que quelqu'un dise c'est mon droit d'avoir une arme de poing à la maison, parfait, que ça soit pas un Uzi qui peut tirer 50 balles en 30 secondes ou en 10 secondes. On est tous d'accord, et d'abord, le premier pas qui va arriver, c'est les armes automatiques, là, à moins de cas très particuliers. Exactement. Personne n'a besoin de ça. Tu sais, quand tu regardes, on n'est pas à l'abri.
Quand tu regardes Polytechnique, tu dis, bon, il y a un malade mental qui s'appelait Marc Lépine, qui était pas capable d'accepter que des filles, que des femmes aient une place à l'école Polytechnique. Et il y a des gens qui ont dit, les armes ont rien à voir, regardez, c'est un malade. Quand tu regardes ce qui est arrivé à Columbine, tu dis, c'est des adolescents qui ont viré crackpot. À Virginia Tech, tu dis, c'est un étudiant qui était en maudit après tout le monde, qui l'ostracisait. Valérie Fabricant, il en voulait à des collègues de travail qui ont volé ses idées. Alors, les gens du NRA, puis les défenseurs des droits à l'armement, disaient toujours, puis c'est leur droit, regardez, là, il y a des raisons qui expliquent ça, puis c'est pas les armes. Mais là, au bout de bon lieu, vendredi, c'est des enfants de 5 et 6 ans. Il y a personne qui va me faire croire que ces enfants-là de 5 et 6 ans avaient fait quelque chose de grave. C'était menaçant, ben non. De menaçant à la société pour justifier ça. Puis tu sais, quand tu parlais des gens qui ont des troubles, soit momentanés ou permanents, dans les actes de grande violence, mais pense juste à celui qui a attenté à Madame Marois le soir de son assermentation, de sa victoire, pas l'assermentation, mais la victoire. Bain, là, il a passé hier, puis il dit, moi, je veux pas être entendu, c'est une femme, puis en plus, elle parle français. Fait que tu sais, quand il y en a qui ont des idées intégristes, radicales, là, ils décrochent pas, ils lâchent pas le morceau, là. Non, exactement. S'il y a une arme ouais. semi-automatique qui tire 60 balles à la seconde. Ça peut arriver le 3 secondes de trop à 60 balles, tu fais pas mal de ravages. Tu fais des ravages, ouais. Exactement. C'est exactement. OK. Est-ce que, c'est drôle parce que tantôt, tu disais, vendredi, je me suis dit, les gens m'écrivaient et disaient, on oublie le hockey quelques instants. Moi, c'est quasiment la phrase, mais de l'autre bord, que j'ai l'impression que le hockey nous oublie. Sincèrement, là, je te dis, François, moi, je suis frustré comme amateur de hockey. J'ai l'impression que j'aime plus le hockey, puis j'ai l'impression à entendre Dan Pou me parler de sport, qu'on aime plus le hockey que les deux parties dans l'affaire du lockout. Sincèrement, je suis frustré, puis je sais que j'aurai pas le moyen. Je me sens comme quelqu'un qui trouve que le gaz coûte trop cher, puis qui dit, attends un peu, moi, boycotter SO. Il y a rien à faire. Tu sais, on n'est pas capable de boycotter. On a besoin de notre voiture, puis finalement, tu comprends ce que je veux dire? Là, je me dis, j'aimerais bien ça leur faire mal quand tu vas en venir, mais finalement, j'aime le hockey. Puis j'aime ça, voir du bon hockey, puis il y en avait du bon, comprends-tu? Mais là, je trouve que on est juste en présence d'hommes d'affaires. Et oui, ça m'énerve. Puis en plus ils ont plus de patins, ils ont juste des souliers très beaux, là. Ils ont juste... C'est vrai, mais François, je vois juste ça. Il y a du beau soulier vernis et des beaux vestons. J'étais caricaturiste, ça serait exactement ça. Retour de la Ligue nationale, tu vois tous les gars en veston, puis en souliers sur la glace avec des bâtons dans les mains. Exactement. Il y a plus personne là, qui puis là, là, tu pourrais rajouter des toges d'avocats puis des perruques de juges, parce que là, c'est rendu là. Ouais. Et c'est ça qui est rendu complètement renversant. Là, parce que tu as raison de le dire, comme amateur de hockey, quand on s'ostine sur la durée des contrats, sur les pourcentages des revenus qui sont partagés entre les joueurs, il reste pas moins que ça demeure relié au hockey, relié au sport, tu peux t'attacher à ça. Mais là, on est rendu beaucoup plus loin. Là, on est rendu sur des principes syndicaux. Là, on est rendu, mon impression, à un point où la Ligue nationale va aller faire la job pour la NBA, pour la NFL, pour le baseball majeur, pour avoir des précédents juridiques au cas que ça arrive. Comme souviens-toi, dans les années là, des grandes grèves des travailleurs unis de l'auto, on choisissait, ça va-tu être GM cette année, ça va-tu être Chrysler, ça va-tu être Ford qui va aller en grève pour qu'on serve de base pour la prochaine convention collective de tout le monde. Et là, on est rendu là. La NFL et la NBA l'an passé ont cédé parce qu'ils étaient en lockout, ont cédé devant la menace de décertification qui avait été présentée par les deux syndicats, par les deux associations du basketball et du football. Ça a réglé les conflits. La même stratégie a été avancée par l'association des joueurs. Le vote devrait prendre fin vendredi, mais d'après moi, ça doit être déjà fini ou à peu près. Puis ça va passer unanimement ou en tout cas, 700 sur 750. Là, faut que tu arrêtes là-dessus et tu nous expliques c'est quoi cette affaire-là, parce que je pense que, en tout cas, moi, je suis ça un peu, là, je comprends absolument rien de ce que ça va faire. Puis là, tu m'apprends en plus que la NBA et la NFL a voulu faire la même chose. Faut que tu m'expliques pourquoi ils font ça, qu'est-ce que ça peut donner. Bon, écoute, c'est très simple. La raison pour laquelle, bon, d'abord, il y a un vote jusqu'à vendredi. Le vote, là, imaginez que c'est un référendum. Et la question est posée par Donald Fear et l'association. Est-ce que vous nous donnez le mandat de dissoudre le syndicat au moment jugé opportun d'ici vendredi jusqu'au 2 janvier prochain? Ça, c'est la question qui est posée. Les joueurs ont jusqu'à vendredi pour voter oui ou non. Et je pense que le oui va passer à 700 sur 750. Parce que c'est simplement une menace. Ce que ça donne à l'association des joueurs, c'est un outil de négociation pour dire, comme on l'a fait au football puis au basketball l'an passé, prenez-nous au sérieux, parce que si vous le prenez pas au sérieux puis vous faites pas de concessions, on abolit le syndicat. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire abolir le syndicat?
ça veut dire le dissoudre purement et simplement. Et là, ça prend 12 mois avant que tu puisses recréer un syndicat. Et là, ça veut dire que les contrats, en ce moment, ne peuvent plus être négociés par l'Association des joueurs et que là, vu qu'il n'y a plus de convention collective, l'Association des joueurs ou les joueurs eux-mêmes pourraient aller devant les tribunaux en recours collectif et dire on accuse la Ligue nationale de collusion, on demande aux tribunaux de faire invalider le lockout, et là, c'est une procédure qui est très longue, ça ne se fera pas dans les semaines à venir, ça va se faire dans les mois, peut-être les années à venir, et ça voudrait dire qu'en bout de ligne, si les joueurs gagnaient avec gain de cause, ben à ce moment-là, ils recevraient tout l'argent qu'ils ont poursu pendant le lockout. OK, là, ça peut être des centaines de millions, là. Ça peut être des centaines de millions, effectivement. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Ligue nationale a fait? Elle s'est pas croisé les bras, parce que vendredi, avant même que tout ça soit enclenché, elle a déposé 2 procédures judiciaires en cour fédérale à New York. Elle a déposé une contre-poursuite pour dire d'abord, premièrement, peu importe ce qui arrive avec la décertification, on demande au tribunal de reconnaître la légalité et la légitimité du lockout. Et deuxièmement, on demande au tribunal de qualifier cette décertification-là des joueurs d'un moyen de pression qui est rien de plus qu'une menace. Il n'y a rien de fondé dans tout ça. Alors, devant les tribunaux, le ridicule dans tout ça, c'est que la Ligue nationale va aller plaider que le syndicat fait très bien sa job depuis 67, l'année qui a été mis en opération, et le syndicat va être obligé d'aller devant les tribunaux pour dire qu'il est incapable de faire sa job comme faut. Là, ça c'est le monde à l'envers. Et là, si la Ligue nationale, si les joueurs gagnent, je te l'ai fait le tableau tantôt, oui. Si la Ligue gagne maintenant, si la Ligue gagne sur tous les points, que le lockout obtient le feu vert de la part des tribunaux, et là que la décertification passe aussi, la Ligue nationale va dire on annule tous les contrats. Si on obtient gain de cause devant les tribunaux. Ça veut dire quoi, on annule tous les contrats? Ça veut dire que tout ce qui est encore en vigueur en ce moment ne tient plus. Crosby, il est plus sous contrat pour 10 ans avec les Pingouins. Ovechkin n'est plus sous contrat pour 10 ans avec Washington. Kovalchuk avec les chances que Devils. ça arrive, François, là, on rêve en couleur. Là, on a mis notre pyjama là avec des nounours. Là. C'est-à-dire, on met pas le pyjama avec des nounours. On voit le pire du pire qui peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait forcer là, ce qui se passe là, les deux parties à négocier. Mais on négocie pas. Et là, j'étais en train de me demander s'ils sont pas assez caves pour se rendre jusque-là, si la guerre est pas assez viscérale entre les deux pour se rendre jusque-là. Parce que là, si ça arrive comme ça, là, puis c'était mon texte de ce matin, c'est le scénario catastrophe. Imagine-toi là que le Wild du Minnesota, Craig Leopold, le propriétaire, lui, il a signé des contrats de 98 millions là à Ryan Suter et à Zach Parise une couple de jours avant le lockout, là. OK? Au mois de juillet l'année passée, l'été dernier. Lui, là, à 2 semaines après le début de la saison, il a versé des chèques de 12 millions de dollars en guise de prime de signature à Parise et aussi à Suter. Mettons que ce scénario-là du pire arrive et que ces deux joueurs-là ne jouent jamais à Minnesota, il va leur avoir donné 12 millions chaque pour absolument rien. Les Prédateurs de Nashville vont avoir fait la même chose parce qu'ils ont donné un chèque de 13 millions à Shea Weber pour le garder là en égalant l'offre de contrat qui avait été faite par les Flyers. Et après ça, toutes les équipes vont pouvoir signer n'importe quel joueur parce qu'il n'y aura plus aucun contrat qui va tenir. Donc, il n'y aura plus aucun joueur qui va être propriété d'une équipe. C'est sûr que c'est un scénario catastrophe. C'est sûr qu'il y a un peu de rêve puis de fabulation. En fait, non. Il n'y a pas du rêve puis de la fabulation parce que ça pourrait arriver, mais c'est le scénario du pire. Dis-moi, François, comment, il y a 2 semaines, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un poil de cheveux de signer une entente. Tout le monde disait, écoute, le lutrin, là, ce soir-là, tous ceux qui sont proches, ou on s'est fait berner là, ou il y a quelqu'un qui a échappé à la balle, mais on a eu, en tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était presque réglé. C'était presque réglé. Et on s'est fait avoir, ceux qui voulaient un règlement, on s'est fait avoir par, à mon avis, là, puis je le partage, une mauvaise stratégie de la Ligue nationale. La Ligue nationale a amené du sang neuf à la table avec Ron Burkle des Penguins de Pittsburgh, avec Tannenbaum, l'un des propriétaires, en fait, le propriétaire minoritaire des Maple Leafs. Mais ce gars-là est très important parce que c'est lui qui a réussi à négocier l'entente entre Bell et Rogers, deux immenses compétiteurs qui sont maintenant des partenaires à la tête des Maple Leafs de Toronto. Mark Chipman, qui est le propriétaire des Jets, qui est le porte-parole, si
tu veux, de la grande famille Thompson qui est derrière les Jets de Winnipeg. Donc, ces gars-là sont arrivés et ces gars-là avaient comme mandat de régler le conflit. La Ligue nationale a dit, on vous amène du nouveau monde, alors les joueurs, vous allez sortir, on sort Bettman, vous allez sortir Donald Fehr. Et ça, je crois que c'était une grave erreur, parce que les joueurs qui sont restés autour de la table pour faire face à Burkle, à Tannenbaum et à Chipman, c'est pas des hommes d'affaires, c'est des joueurs de hockey. Et chaque fois qu'ils leur proposaient des choses pour régler le conflit, ces gars-là embarquaient sur le cellulaire puis appelaient Donald Fehr ou un conseiller juridique de l'association pour dire « Hey, c'est quoi ça? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Donc, ça a enrayé le processus. Si on avait laissé Donald Fehr à la table, lui aurait été en mesure de parler d'égal à égal avec ces gars-là, de pas embarquer dans leur jeu, mais non plus de pas non plus les remettre en question, de pas avoir l'impression qu'ils se faisaient avoir parce qu'ils auraient vu leur jeu et ils auraient pu répliquer tout de suite au lieu d'attendre une demi-heure, 45 minutes. Et c'est pour ça que ces gars-là ont été très déçus par ce qui est arrivé. Parce que Burkle, là, les Pingouins de Pittsburgh, c'est une fierté pour lui, mais son 3,5 milliards de sa fortune personnelle, c'est pas avec les Pingouins qu'il l'a fait, c'est avec ses vrais business. Donc, lui, son jouet, c'est les Pingouins. Il veut pas perdre un temps fou autour d'une table de négociation autour de ça. Lui est arrivé, il a dit, voici, là, moi, j'ai le mandat de négocier, j'ai le mandat de régler. Je vous propose des choses, je vous rajoute 100 millions de dollars dans la cagnotte qui va servir à amortir la baisse des revenus de 57 à 50%. Puis les joueurs n'ont pas pris ça parce qu'ils savaient pas ce qui arrivait. Puis là, Fehr a été maladroit parce qu'il a dit, on a une entente, mais il a lancé une proposition à la Ligue qui savait que la Ligue allait rejeter. Puis là, ben, le diable a été pris, puis là, ils se sont laissés, puis ils sont pas vraiment revus. Ben, ils sont revus devant des médiateurs, mais ça n'a rien donné la semaine passée. François, on est le 18 décembre. Je me rappelle qu'il y a à peu près 3 semaines, avec Dan, on disait, là, passer le 15 décembre, là, Money, il va annuler la saison. Jusqu'à quel point, même si on parle qu'il n'y a pas de date butoir, toi, est-ce que tu crois que, par exemple, on peut se rendre jusqu'au 23 janvier puis dire, ben, on va avoir une saison de 30 matchs? Non, moi, j'y crois pas. OK. Moi on vient de passer ma première date limite. C'était quoi ta première? 15? Moi, j'avais un élastique, là. L'élastique, là, il se rendait au 15 décembre pour un règlement. Début des matchs, le 31 décembre ou le 1er janvier. Ça, c'était pour moi le meilleur temps. Tu règles le 15 décembre, t'as les joueurs reviennent d'Europe partout, ton camp d'entraînement ouvre 2 ou 3 jours après, t'as un camp d'entraînement d'une dizaine de jours pour que ça vaille la peine, et la saison commence. Pas le 20, tu sais, on passait du 15, t'avais 10 jours, tu tombais le 29, 30, 31, premier de l'an. Vois-tu, t'es correct dans ton scénario, t'as pas besoin de dinde parce que la dinde, c'est les partisans. Puis on avait une saison de 56 matchs. Ce qui, pour moi, était très important parce que c'est le chiffre, c'était considéré comme le chiffre magique du côté de la Ligue nationale. Là, on étire l'élastique un petit peu, et dangereusement, parce que là, il n'y a pas de règlement, et il n'y en aura certainement pas avant vendredi, qui va être la date du vote. Les procédures judiciaires vont commencer la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, c'est entre Noël puis le jour de l'an, il ne se passera pas grand-chose. Et là, la décertification peut tomber le 2 janvier. Moi, là, la prochaine date qui me fait peur, c'est le 2 janvier. Si l'association des joueurs va de l'avant avec sa décertification, ben là, la saison est annulée. Si l'association des joueurs dit on le fait pas tout de suite, on le fait pas parce qu'ils ont jusqu'au 2 pour le faire, et là, la Ligue réagit en disant t'as voulu miaiser, Fehr, j'annule la saison, ça pourrait tomber en début du mois de janvier. Cela dit, même si je suis pas un partisan de la saison de 48 matchs, et il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui le sont, il en reste pas moins que Gary Bettman, lors du fameux jeudi où tout a viré à l'envers, il a dit, je peux pas imaginer une saison de moins de 48 parties, donc une saison identique à celle de 94-95, et ça avait commencé autour du 17, 18, 19 janvier, si je me souviens bien. Ça veut dire que l'élastique va se rendre, là, avant de casser. Début janvier? Jusqu'à, entre le 15 et le 20 janvier pour moi. OK. Mais après ça, ça va être fini, en tout cas, à mes yeux. Mais même à ça, je peux pas concevoir qu'on soit pas encore sur la patinoire, Gilles, parce que ils sont vraiment près d'une entente. Si la Ligue nationale, et je te le dis, je l'ai écrit, puis je l'assure à tous les gens qui nous écoutent, même si les joueurs veulent pas d'un contrat de 10 ans, puis que Donald Fehr dit qu'il en veut pas, tous les agents, ou 98% des agents, disent à leurs joueurs, acceptent le 10 ans. C'est correct parce que là, on se fait avoir à tous les fois qu'on retourne en négociation, on en donne, puis on en donne, puis on en donne. Donc, une paix syndicale de 10 ans va être bénéfique pour les joueurs, va être bénéfique pour la Ligue qui va pouvoir convaincre des commanditaires de revenir sans risque de perdre leur investissement.
Et si la Ligue avait voulu être juste une petite affaire ouverte et dire sur la durée des contrats, tu le sais, en ce moment, c'est 5 ans maximum. Joueur autonome peut aller à 7 s'il signe avec sa même équipe. Si on s'était rendu à 6 ou à 7 ans, avec une prolongation donc de 7 ou 8 à 8 ans, si le joueur autonome reste avec son équipe, on aurait un règlement. Et c'est pour ça que je suis incapable de concevoir qu'on n'ait pas ouvert la porte aux petites concessions qui étaient nécessaires d'un bord puis de l'autre pour arriver à une entente. Mettons, est-ce que ça se peut que les commanditaires, parce qu'ils sont quand même assez importants, réseaux, télé, médias et commanditaires, disent, écoutez, nous autres, notre placement est fait ailleurs, merci, bonsoir, là. C'est trop tard, janvier, février, est-ce qu'ils ont un impact ou pas? Ben, moi, je crois qu'ils ont un impact et cet impact-là, il est négatif. D'abord, je sais pas si les gens qui nous écoutent le réalisent, mais RDS, TSN, Sportsnet, les réseaux câblés qui ont des matchs du Canadien ou de la Ligue nationale, eux autres, là, ils espèrent que la saison va être annulée complètement parce que si la saison recommence le 15 ou le 20 janvier, les commanditaires qui ont déjà placé leurs annonces dans d'autres, qui sont venus au Soleil, au Journal de Québec, à la presse, qui sont venus mettre leur annonce au FM 93, au lieu de dire je vais le mettre à RDS pour essayer de convaincre mes clients de venir chez nous, ils changeront pas d'idée parce que le hockey est revenu, là. Donc, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Les autres, les coûts sont très élevés pour produire du hockey. Oui. Alors qu'en ce moment, c'est sûr que, j'aime mieux quand il y a un match de hockey du Canadien ou de la Ligue nationale avant l'antichambre, ça nous donne plus d'eau au moulin pour les codes d'écoute. Mais pour RDS, ça coûte rien de présenter des matchs ancestraux, puis des matchs des anciens des séries, puis tout ça. C'est sûr. Et les revenus continuent à entrer de la même manière. As-tu coupé RDS sur ton cadre, toi, parce que t'as pas de hockey? Non. Moi non plus. J'ai coupé Natural Center Ice, par exemple. Ça, c'est correct. Mais à 30$ par mois, là, il y a des limites, là? Exactement. Ça, il y a des limites parce que là, c'est un produit vraiment directement associé au hockey. Alors, RDS, TSN, Sportsnet, ils font autant d'argent, même s'il n'y a pas de hockey, que s'il y avait du hockey. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils dépensent moins. Parce que quand tu envoies les gars sur la route, c'est entre 50 et 75 000 par match. Oui, ça coûte un bras puis une jambe. Faut pas penser là, que RDS, Sportsnet et TSN font beaucoup d'argent avec la production de hockey. C'est tout ce qui enrobe. C'est le fait d'être associé au hockey qui t'assure une visibilité, une crédibilité, exactement, puis tout ça. Mais pour le reste, ça te donne pas des revenus directs, sauf quand ça va en série, puis là que les codes d'écoute montent, puis que tu montes ta carte de tarif. Mais entre toi et moi, puis à boîte à bois, c'est pas l'année passée que on a fait sauter à la caisse avec les séries du Canadien. Là. Je vais souhaiter de joyeuses fêtes, François. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Peut-être pour un règlement, on serait content. Ben, je vais toujours être disponible, je vais être dans le coin au cas que ça arrive. Viens-tu à Québec? Descends-tu à Québec au fait? Québec va venir à Montréal, mais j'espère avoir mes parents vont venir nous visiter. Okay. Mais j'espère aller faire un tour, ne serait-ce que pour aller me promener sur la rue Cartier, puis aller voir, puis aller sentir ma ville, parce que les journées qui neigent comme aujourd'hui, là, ça me manque bien gros. Mais là, je peux pas croire ce que j'entendais aux nouvelles tantôt. Là, tout est fermé. Il me semble que c'est pas une grosse tempête. À Québec, là, tout est plus gros à Québec avec le maire Labaume, tu sais. Oui, c'est vrai. Salut, dans le temps, au Père Maurice, tant qu'on voyait lumière de l'autre bord à Saint-Romuald, il fermait pas. Ça, je sais pas si ça a changé. Là, c'était le baromètre. Ça a dû changer.